Monsieur Denis Badré, bonjour. Bonjour. L'Association des évaluateurs a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion des Erasmus Days 2020 et je vous remercie au nom d'Evalu d'intervenir à cette occasion. Je vous Votre, en remercie, moi, j'en suis très heureux. votre carrière vous a conduit à de nombreuses responsabilités au sein de différents ministères et administrations et vous êtes également engagé dans la vie politique française et européenne. C'est à ces différents titres que vous acceptez de nous apporter aujourd'hui votre éclairage sur le thème notamment de l'inclusion que vous avez traité dans différents essais. Alors, Monsieur Badré, pouvez-vous tout d'abord nous exposer ce que signifie l'inclusion pour vous? Écoutez, il me semble que dans la vie courante, on utilise plus souvent le terme négatif d'exclusion que celui positif d'inclusion, sachant qu'on l'emploie en général pour affirmer une volonté politiquement correcte de lutte contre les exclusions. Ça signifie deux choses, à mon sens. On est placé dans une position de tension, voire sur la défensive, vis-à-vis de l'autre, et de manière restrictive et protectionniste un peu, cet autre, celui dont on parle, est habituellement quelqu'un qui devrait faire partie du groupe auquel on appartient et en est écarté pour des raisons diverses, par exemple pour des questions de mobilité réduite. Mais je pense que c'est bien plus rarement l'autre, celui dont on parle, est bien plus rarement celui qui est vraiment l'autre. L'autre parce qu'étranger au groupe dont il sollicite l'accueil, et j'évoque ici en particulier la situation des demandeurs d'asile. Le sujet n'est pas le même. Le sujet n'est pas le même selon qu'on parle de quelqu'un du groupe qu'on a un peu de mal à intégrer, ou de quelqu'un qui n'est pas dans le groupe et qui aimerait y être et qu'on ne veut pas connaître. La situation est assez différente. Alors pour moi, l'inclusion doit être perçue de manière réellement positive et large, comme un choix appelé à construire la société, qui amène bien sûr à donner sans exclusive une pleine identité et des droits identiques à chacun des membres d'un même groupe social, mais également, ce qui me semble plus exigeant, à veiller à ce que ces groupes, les différents groupes sociaux, restent ouverts les uns sur les autres et restent ouverts sur le reste du monde. Ceci nous amène à nous arrêter sur la notion de frontière. C'est la notion de frontière qui sépare, c'est à partir du moment où on parle de frontière, qu'on est séparé de l'étranger et qu'on donne sa raison d'être, qu'on donne son existence à l'étranger. L'étranger, par définition, est celui qui est de l'autre côté de la frontière. L'étranger est bien a priori celui qui est donc, étant de l'autre côté de la frontière, celui qui est différent, celui qui peut perturber l'entre-soi, celui qui dérange ou rend mal à l'aise et qui même quelquefois peut faire peur. Pour des raisons d'organisation, la société se structure. Ainsi, le droit de propriété implique l'existence de limites. On n'est pas encore dans des notions de frontières, mais déjà pas loin. Chacun a en effet besoin de savoir de quel bien et de quel espace il peut disposer librement. Une première forme de frontière est donc bien apparue ainsi. Et la mise en œuvre du principe de subsidiarité fait émerger par ailleurs, de manière tout aussi saine et légitime, des collectivités à différents niveaux, que ce soit la famille, la commune, la nation, etc. Elles sont aussi, à leur tour, chacune appelées à marquer leur territoire. Donc chaque individu, chaque groupe est appelé à marquer son territoire. Ces limites, cependant, qui sont des quasi-frontières, ne doivent jamais devenir des murs aveugles, sauf à organiser un monde fini. Là, je fais un tout petit peu de philosophie, un monde en miettes, un monde de guerre et de ruines. Un mur est construit pour enfermer ce qui, au passage, est une forme d'exclusion extrême et inacceptable, le mur de la prison. Donc le mur, c'est détestable, mais on ne peut pas fermer le monde. La ligne d'horizon elle-même n'y parvient pas. Le monde est infini, le monde est ouvert. Donc la notion de mur, philosophiquement, n'a pas de raison d'être, est absurde. Aussi fortement cadenassé soit-il, un mur finit toujours par être démantelé. L'histoire le montre. Quelques vestiges seulement rappellent le limès romain, comme les ruines du mur d'Adrien aux confins de l'Angleterre et de l'Écosse et bien d'autres. La ligne Maginot a été tournée par les chars de Guderian. Le mur de Berlin a cédé, comme disparaîtront un jour, je le souhaite du moins et j'espère que ce sera le plus vite possible, le mur de Nicosie à Chypre, ou ceux que continuent à prôner les Israéliens pour tenir à distance les Palestiniens, ou Trump pour barrer la route aux Mexicains. Même lorsqu'on n'est pas dans ces cas extrêmes, l'homme veut à tout prix recouvrer sa liberté. Il est spontanément porté à franchir les frontières. C'est dans sa nature. L'homme, dès lors qu'il voit une frontière devant lui, veut la franchir. Il, ne serait-ce que pour découvrir ce qu'il y a derrière, et encore ce qu'il y a derrière, c'est dans sa nature et c'est heureux que ce soit ainsi. Il a également très vite appris l'importance des échanges de produits ou d'idées.
Ce qu'il peut trouver au-delà des frontières, les échanges ou les produits qu'il peut trouver au-delà des frontières l'attirent. Ils l'enrichiront et le renouvelleront. Christophe Colomb cherchait la route des épices, la route des Indes pour ses épices. Et il a franchi une frontière qui était un océan. C'est pas rien comme frontière. Une frontière n'a de sens qu'à partir du moment où ils sont pratiqués des passages. Pas de frontière sans ouverture. C'est la différence avec le mur. Pas de frontière sans porte. De même, pas de fleuve, frontière par excellence, sans de frontière géographique par excellence, sans pont. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le pont jeté sur la frontière qu'est le fleuve devient très souvent gare de péage, relais de poste, centre d'activité, centre d'échange, lieu de vie. Si la ville construite sur la rivière multiplie les ponts pour relier ses quartiers, au départ, n'oublions pas que c'est le pont qui avait construit la ville et non la ville qui a construit les ponts. C'est bien le pont sur la frontière et bien source de vie. Le pont ou la porte sont par excellence des lieux d'accueil de l'autre, et je tiens à insister, des lieux où être accueilli par l'autre. On néglige souvent cet aspect, on est souvent dans une position un peu dominante en disant, voilà, je vais être bon, je vais accueillir l'autre. Mais nous avons fondamentalement tous besoin aussi d'être accueillis par l'autre. C'est comme ça qu'on construit une société équilibrée. On n'en est plus à l'inclusion qui oblige, bon gré mal gré, à laisser une place à un membre du groupe dont on pensait ne pas avoir vraiment besoin, mais on arrive à l'inclusion qui conduit à revendiquer la possibilité d'être soi-même accueilli à l'extérieur, même dans des conditions qui pourront nous surprendre, on y est prêt, même dans des conditions, et surtout dans des conditions qui nous feront exister davantage. Et c'est pour ça que cette démarche est essentielle au sens là aussi philosophique du terme. N'est-ce pas la vocation profonde d'Erasmus d'ailleurs que de créer de tels liens pour bâtir une véritable maison commune Europe, la maison commune qui donne sens à la société des hommes que nous cherchons tous à construire? Voilà la réponse que je vous propose pour votre première question. Très bien, merci beaucoup. Bah, écoutez, j'ai fait référence à des livres tout à l'heure dont vous êtes l'auteur. Et dans l'un d'entre eux, justement, vous vous intéressez au lien entre la démarche intercommunale et la construction européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, quelques mots, parce que l'idéal est de lire mon livre, bien sûr. Faire travailler, je ne sais pas, je vais en donner envie de le lire. Faire travailler ensemble des communes ou des nations, c'est la même problématique finalement pour moi. J'ai expérimenté les deux, j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes sur la construction européenne et à divers titres, j'étais membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe notamment, et j'ai beaucoup porté la construction d'une grande intercommunalité en région parisienne. Pour surmonter les difficultés qui s'opposent à ces deux types de construction, à faire travailler ensemble des communes ou à faire travailler ensemble des nations, ces difficultés qui sont liées aux égoïsmes, au particularisme, aux xénophobies, au nationalisme qui sont toujours attisés par les trop faciles discours populistes. Il faut à tous les niveaux une adhésion de chacun et une volonté politique commune de tous les instants. C'est pas facile. La preuve, la construction européenne montre bien que c'est pas facile. C'est essentiel, c'est vital, mais c'est pas facile. L'intercommunalité, c'est la même chose. Faire maison commune est tout naturellement le ciment qui crée nos communes. Pourquoi s'appellent-elles des communes, nos villes et nos villages? Ça s'appelle des communes, pas par hasard. Chacun des citoyens de la commune, chacun a un rôle dans la communauté villageoise, dans la communauté de ville. Chacun doit y avoir une place et faire à l'autre toute sa place. C'est la condition de base du fonctionnement sociétal. Une cité résidentielle doit faire ça, par exemple, une cité qui serait purement résidentielle, doit faire sa place à chacun de ceux qui participent à sa vie et pas simplement à ceux qui y résident. Sinon, elle sera morte. Leur proposer à tous ceux qui participent à sa vie un accès au logement, c'est leur offrir d'y être pleinement chez eux, au même titre que ceux pour qui ou avec qui ils travaillent. Le premier problème du commerçant de centre-ville n'est pas, comme on le croit trop souvent, de libérer les places de stationnement qui sont devant son commerce pour les offrir à ses clients. Son premier problème est beaucoup plus de fidéliser ses vendeurs, je l'ai constaté bien souvent. En effet, former ceux-ci pour qu'à la première occasion, ils s'en aillent pour se rapprocher d'un domicile resté beaucoup trop éloigné est épuisant pour le commerçant. C'est humainement et financièrement exorbitant. Il faut, pour des raisons déjà économiques, les loger sur place. Il le faut aussi, évidemment, pour des raisons humaines. Et il le faut surtout parce que c'est une manière de retrouver le sens d'une communauté villageoise complète, équilibrée et dont les interactions sont la vie. Apprenons donc à retrouver une vraie mixité et non pas une mixité forcée. Là aussi, il y a inclusion forcée, il y a mixité forcée, et puis il y a la mixité qu'on a choisie de bâtir
dans un contexte politique fort. Je pense que c'est ça qui est important. On est bien là dans l'inclusion et non plus simplement dans une mixité formelle. Nul ne peut dire qu'il n'a besoin de personne. Nous avons tous besoin des autres. Ce serait tellement mieux de présenter comme cela, comme la restauration d'une communauté sociale, les politiques de logement aidé. Vous savez, les politiques qui font que chaque commune doit avoir un minimum de logements sociaux. Et on les présente, ces politiques, en disant on va punir les communes qui n'auront pas ce nombre de logements sociaux. C'est encore une manière complètement négative et finalement très obligatoire de pousser les uns et les autres à avoir un comportement différent. La meilleure raison d'avoir un comportement différent, ça serait effectivement d'entrer dans la démarche qui amène à reconstituer la communauté villageoise, une communauté villageoise dans laquelle chacun ait sa place. À partir de ce moment-là, au lieu de parler de logement, on parle d'habitat. Le logement, c'est donner un toit à celui qui a droit à un toit. Parler d'habitat, c'est organiser la vie communautaire locale, c'est organiser le village, c'est organiser la commune, et ça a beaucoup plus de sens. C'est dans cette acception qu'on peut vraiment à ce moment-là parler d'inclusion positive. De même, plus généralement, faire travailler nos communes ou nos nations ensemble, c'est faire jouer toutes les solidarités et la subsidiarité. Mutualisons ce que nous ferons mieux en unissant nos forces et en partageant nos ressources. Ça sera source d'économie, cela permettra d'innover, ça permettra d'aller beaucoup plus loin, ça permettra beaucoup de faire plus et mieux. Et ça, c'est évident. Donc, cela apportera bien plus si la démarche repose sur la libre adhésion de chacun et sur l'engagement volontaire, politique de tous. Si ça repose surtout sur un objectif qui n'est pas simplement de bonne gestion, mais qui est quasi transcendant. J'en reviens à l'idée de faire maison commune, qui ne repose pas simplement sur l'idée de construire des maisons de pierre et de bois. Pour que la maison commune ait vraiment du sens, pour qu'elle porte quelque chose, il faut qu'il souffle l'esprit, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre fasse que cette maison commune apporte quelque chose à tout le monde. C'est la notion d'accueil, c'est la notion de toutes les solidarités humaines, et c'est finalement ce plus qui donne l'âme à ce que nous faisons. Robert Schuman disait que pour construire une société durable, une paix durable, je veux dire, il faut apprendre aux hommes à travailler ensemble. Donc, construire une paix durable, c'est viser les valeurs. Apprendre aux hommes à travailler ensemble, c'est la vie, l'organisation sociale et économique. C'est l'euro, c'est le marché unique. C'est tous ces instruments qui sont mis au service d'une Europe qui est l'Europe qui au départ était faite pour la paix, qui est faite pour les libertés, qui est faite pour servir les valeurs et les droits humains. Donc la construction européenne relève d'une transcendance qui dépasse largement l'organisation socio-économique. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent, englué qu'on est dans la vie quotidienne, et c'est normal. Mais il faut régulièrement revenir à l'essentiel. Dès lors, l'Union européenne a une nature bien différente de celle d'un club auquel on cotiserait pour obtenir des avantages. Il est clair que le « j'en veux pour mon argent » de Mme Thatcher, c'est le contraire de l'idée européenne. C'est absurde. Je cotise, donc renvoyez-moi mon argent. Des biens qui nous seront renvoyés par la construction européenne, il y a par exemple la paix. La paix, ça ne retombe pas dans tel ou tel pays et ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. On en connaît la valeur que lorsqu'elle a disparu et que la guerre est déclarée. Là, on voit ce que ça coûte de ne pas avoir la paix. Mais c'est idiot. C'est le contraire de l'idée européenne que de dire j'en veux pour mon argent. Inversement, la bonne définition de l'Europe pour moi, c'est celle dans laquelle chacun entend apporter sa part d'Europe. La part qu'il est prêt à prendre à cette aventure unique dans l'histoire du monde qu'est la construction européenne. Ça change tout. On en revient à la question du sens de la démarche européenne. Et je prends un exemple là, j'ai eu la chance, le bonheur, en 2004, juste avant l'adhésion des pays de l'Europe centrale orientale à l'Union européenne, de participer à la campagne pour organiser en Lituanie, pour le référendum lituanien, sur l'idée de rejoindre l'Union européenne. J'ai été en phase d'étudiants en Lituanie, et tout le débat, les deux débats que j'ai faits avec des étudiants ont tourné autour de la question qu'ils me posaient: quelle part apportons-nous, qu'attendez-vous de nous
nous, Lituaniens, qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'Europe? Quelle part apportons-nous à l'Europe? Alors que je pensais au départ qu'ils allaient me parler de prospérité, de liberté retrouvée, de la différence entre l'Union européenne et l'Union soviétique. Pas du tout. Quelle part apportons-nous à l'Europe? Ça, c'est intéressant. Et on est arrivé à l'idée que la part qu'ils apportaient à l'Europe était bien sûr du bois et bien sûr des technologies numériques, mais c'est aussi, c'est aussi beaucoup plus profondément un certain nombre, l'histoire qu'ils ont vécue, à laquelle il faut faire référence de temps en temps, l'histoire tragique qu'ils ont vécue, mais c'est aussi un exemple que je prends dans mon livre, j'aime beaucoup citer cet exemple. Il y a en Lituanie un site qui s'appelle la Colline des Croix, dans lequel c'est un lieu de pèlerinage dans lequel les pèlerins depuis le haut Moyen-Âge apportaient chacun planter une croix. Et dans l'époque soviétique, les soviétiques venaient tous les jours raser la colline et enlever les croix. Et le lendemain matin, les croix avaient repoussé sur la colline. Et ainsi de suite, ça a duré toute la période soviétique. C'est fantastique. Cet acte de foi du peuple de Lituanie, l'expression que ça donne est beaucoup plus forte que toute image, que tout apport à l'Union européenne, que l'Union européenne attende cela de la Lituanie, s'appuie sur ce que la Lituanie apporte cela, c'est merveilleux. La Lituanie nous apporte cette image, mais ça n'a pas de prix. Et on peut dire la même chose dans mon livre, j'évoque ce qu'apporte chacun des pays de l'Union européenne de cette manière-là, en essayant de dépasser les acceptions économiques et sociales de premier degré. Un mot enfin, j'y tiens aussi dans l'actualité, sur le plan de relance européen. On a beaucoup glosé sur les parcimonieux et les partageux, ceux qui étaient prêts à la solidarité et ceux qui seraient plus égoïstes. On a beaucoup parlé de 750 milliards, 700, 600, 500, je ne sais combien, peu importe. Pour moi, c'est plus encore que le contenu en milliards d'euros de ce plan, c'est son principe qui est porteur de sens. Et on ne l'a pas du tout souligné, et moi je tiens à le faire aujourd'hui. Jusqu'ici, l'Union n'avait pas le droit de nourrir son budget en empruntant. Elle ne pouvait fonctionner qu'avec les cotisations de ses membres, les cotisations des États membres et les droits de douane à l'entrée, quelques menues recettes de ce genre. Aujourd'hui, elle emprunte. Elle nourrit son budget en empruntant. Ce verrou de l'impossibilité d'emprunter vient de sauter. On a dit que les 27 garantiraient les emprunts ainsi contractés. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les 27, mais l'Union européenne qui garantira ces emprunts et qui remboursera ces emprunts. C'est l'Union qui va le faire, ce n'est pas les 27. Alors l'Union est l'Union des 27, mais juridiquement, ce n'est pas la réunion des 27, c'est l'Union européenne qui est rapporteur. Et ça, c'est complètement nouveau. Et c'est la première fois qu'on voit l'Union européenne s'engager dans une démarche à long terme. Emprunter, c'est rembourser sur le moyen ou le long terme. Et le fait que l'Union européenne fasse ce choix aujourd'hui de miser sur le long terme et sur sa solidarité interne dans ces conditions-là, sur sa cohésion, bien plus encore que sa solidarité, est un merveilleux signe d'espérance. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne, on ne l'a pas assez dit, qui a besoin de ce genre de signe, devrait beaucoup plus valoriser cette démarche qu'elle ne l'a fait. Voilà, je pense que faire travailler ensemble des communes, faire travailler ensemble des nations, c'est se projeter dans l'avenir, c'est chercher à faire du durable. Le durable, c'est bien sûr tout ce qui touche à l'écologie, à l'énergie, à toutes les transitions qu'on peut imaginer, mais c'est aussi avoir foi en l'avenir, c'est aussi croire en l'avenir. Et amener des communes à travailler ensemble, amener des départements, des régions à travailler ensemble, amener des nations à travailler ensemble, c'est là aussi, miser sur l'avenir, c'est faire un acte de foi et finalement envoyer un message d'espérance. On vous écouterait pendant des heures et je pense que vous aurez donné envie à chacun de lire au plus vite votre livre. Écoutez, vous êtes gentil. Alors pour conclure, Monsieur Badré, quels axes de réflexion souhaitez-vous proposer aux experts qui seront prochainement en charge d'évaluer les nouveaux projets Erasmus? Écoutez, je suis à leur disposition s'ils souhaitent qu'on échange là-dessus, mais je pense que je jette en vrac quelques pistes simplement. Je pense que on a coutume de dire, et c'est un propos de tribune ou de fin de discours, la différence est une richesse. La différence ne doit pas faire peur, la différence est une richesse. Je pense qu'il faut creuser cette idée. On le dit et puis on est content, on s'en va et on n'a pas été plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut voir ce que ça veut dire vraiment, jusqu'où c'est vrai et ce qu'on peut en tirer. Deuxième piste, je pense que la personne humaine existe d'abord dans le regard de l'autre. On n'existe pas tout seul.
Bergson disait que le rire était un phénomène social. Je ris pas tout seul, je ris parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de moi qui me fait rire ou parce que j'ai envie de le faire rire. Bon, de la même manière, je n'existe que dans le regard de l'autre, je n'existe que dans le dialogue avec l'autre, etc. Il y a là aussi toute une piste, je pense, quand on parle d'inclusion, quand on parle d'Erasmus, je pense qu'il faut rechercher ce regard de l'autre, il faut rechercher ce dialogue avec l'autre. C'est comme ça qu'on construit l'Europe. Alors bien sûr, Erasmus, on l'a souvent dit, le fin du fin, c'est qu'un Lituanien va épouser une Portugaise, c'est très bien, c'est parfait tout ça. C'est de l'intégration, c'est de la cohésion. Mais il faut aller beaucoup plus loin. J'ai souvent coutume de dire que la société se construit dès lors qu'on échange un regard ou une poignée de main, même en période de Covid, ou qu'on échange, qu'on commence à dialoguer. On construit une société dès lors qu'on crée du lien social, dès lors qu'on rapproche des êtres humains, dès lors qu'on rapproche des communes, des nations, etc. Je crois qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. C'est vrai à tous les niveaux. Troisième principe, je pense qu'on fait toujours mieux ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a choisi de faire. Je le dis pour notre communauté d'agglomération, pour Grand Paris Seine-Ouest, la communauté d'agglomération que nous avons créée ici, qui fait 300 000 habitants. C'est 8 communes qui ont choisi de travailler ensemble. Ils ont choisi donc leur périmètre, les 8, on s'est choisi, et on a choisi les compétences qu'on allait transférer, qu'on allait exercer ensemble, et on choisit les instruments dont on se dote ensemble. Et je pense que c'est une condition pour aller de l'avant. À partir du moment où on a choisi de le faire, on a sa petite fierté, on le fait. On va tout faire pour réussir. Sinon, on sait qu'on est des nuls. Donc, je pense qu'on fait mieux ce qu'on a choisi de faire. Il faut choisir, il faut savoir ce qu'on choisit, mais après ça, il faut se donner les moyens de le réussir et tout le reste nous sera donné par surcroît. Quatrième piste, donner du sens à l'exercice de ses responsabilités d'élu ou de citoyen est la première condition pour un développement vraiment durable. Je pense qu'il faut toujours, ça c'est bon, j'ai été 37 ans élu municipal et 16 ans élu sénatorial, national, je pense que en tout, dans toutes les initiatives que nous sommes amenés à prendre en tant qu'élus, mais c'est vrai pour les citoyens aussi, il faut chercher quel sens elles peuvent avoir. Il faut chercher le sens qu'il y a derrière. Si on s'engage dans des opérations qui n'ont pas de sens, c'est pas la peine, rentrons chez nous. Donc, donner du sens. Faire travailler ensemble des communes ne veut pas dire alourdir un millefeuille, déjà insupportable, mais inciter ces communes à s'organiser ensemble pour mieux jouer leur rôle. À ce moment-là, sortons là aussi des idées reçues. On dit toujours, oui, l'intercommunalité, c'est des bâtiments nouveaux, supplémentaires, des voitures de fonction, etc. Et c'est un niveau supplémentaire dans le millefeuille. C'est pas vrai. D'abord, on peut avoir notre communauté d'agglomération n'a pas du tout, ne s'est pas dotée de moyens supplémentaires, on travaille ensemble. Ça veut dire qu'on va se doter de moyens nouveaux et de voitures de fonction et d'indemnités, etc. C'est pas vrai. Et par ailleurs, ça permet de faire des économies considérables, mais ça permet surtout de faire ce qu'on n'aurait pas individuellement chacun de son côté et dans son coin pu faire. Et de le faire en donnant du sens à cette démarche. Et je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'est pas un niveau supplémentaire dans le millefeuille administratif, c'est un mode d'organisation du niveau communal. Les communes, elles sont libres de s'organiser entre elles ou de faire chacune séparément. Ce n'est pas un niveau supplémentaire, c'est le niveau communal qui s'organise. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, il faut le dire. Et j'attends de tous les experts qui vont travailler sur ce sujet qu'ils relaient ce message. Enfin, je pense que, et là je me tourne vers ceux qui ont organisé et vers les responsables de la société, je pense qu'un formidable effort de communication et de pédagogie pour l'Union européenne, comme aux intercommunalités d'ailleurs, mais à l'Union européenne de manière évidente. Merci donc à votre association pour son engagement dans une démarche qui entend, j'en suis sûr, servir ce besoin de communication, qui entend mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour que les citoyens retrouvent le goût de l'Europe, comprennent que c'est une aventure qui est unique dans l'histoire du monde, une aventure qui repose sur la réconciliation franco-allemande. Il n'y a pas eu dans l'histoire du monde d'autres réconciliations aussi fortes de nations qui s'étaient autant détestées. C'est, je crois, là aussi un message formidable dans l'histoire du monde et qu'on est bâti à partir de cette réconciliation, l'Union européenne est, je pense, quelque chose qu'on ne peut pas traiter à la légère. On ne joue pas avec l'Europe qui a été lancée dans ces conditions-là. Je pense que votre association s'attache effectivement à relancer le débat sur l'essentiel. Je pense qu'effectivement, l'Europe doit retrouver une démarche essentielle, mais elle doit être présentée surtout comme une démarche essentielle.
Monsieur Badré, merci beaucoup. Encore une fois, non d'évaluer, je vous remercie pour votre réflexion très riche qui apporte une vision nouvelle et complémentaire à celle des experts qui seront, j'en suis sûr, s'en saisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir.